Ici Mathieu Rancourt, bienvenue à Voyage dans l'espace, où que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Journaliste scientifique, chroniqueur spécialisé en astronautique, je suis en compagnie de mon coéquipier, Claude Lafleur, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui à l'émission, on vous parle d'Artémis, le rêve du retour sur la Lune. Un balado qui est basé sur notre fascicule 71 disponible sur Patreon. Le 13 mai 2019, l'administrateur de la NASA annonce que le projet visant à retourner sur la Lune est désormais renommé Artemis. Et s'en est suivi donc un tas d'actualités et de projets de la NASA sur le sujet. D'abord, Claude, ça vient d'où le Artemis, le mot Artemis? Comment on en est venu à choisir ça? Artemis, on remonte dans la mythologie gréco-romaine, c'est la sœur d'Apollon. Apollo, là, en anglais, Apollo, c'est Apollon en français. Donc, Artemis, c'est la sœur d'Apollon et c'est la déesse de la Lune. Ce qui fait que 50 ans après le programme Apollo, l'administration Trump a dit, nous allons relancer, parce qu'on va le voir, fait longtemps qu'on travaille dessus, nous allons relancer le programme et nous allons le baptiser du nom de la petite sœur jumelle d'Apollon, donc Artemis, qui est en même temps la déesse de la Lune. C'est bien choisi, puis Absolument. J'aime beaucoup le mot Artemis, je trouve que c'est très beau comme nom de programme. Bon, selon le scénario actuel, un premier tir de cette fusée, de la fusée devrait survenir cette année, 2021. Puis un premier vol habité vers la Lune est espéré pour 2023. Et puis finalement, on va tenter un alunissage en 2024 selon le scénario actuel. On vous propose aujourd'hui un retour dans le temps pour bien comprendre les fondements là, du projet Artemis. Donc, on peut reculer, on peut reculer en 1969, juillet 1969. Depuis ce temps, donc, depuis qu'on est allé sur la Lune, plusieurs présidents ont rêvé de rééditer cet exploit de Kennedy à l'époque. C'est ainsi qu'en juillet de 1989, à l'occasion du 20e anniversaire d'Apollo 11, le président Bush père a prononcé un discours solennel dans lequel il relance l'idée. Donc, lui, il voit ça sur le long terme. Il veut qu'on bâtisse une station spatiale. Rappelez, on est en 1989. Il veut retourner sur la Lune. Il veut s'implanter sur la Lune. Et il veut aussi aller sur Mars après ça. D'abord, juste avant que j'aimerais ça que tu nous parles de son plan, là. Parce que dans ton fascicule, on débute pas mal en 1989. Et qu'est-ce qui s'est passé avant? Est-ce qu'il y avait trop peu de choses à dire ou tu as décidé de commencer là parce que ça Non, c'est vraiment... on pourrait dire que l'histoire du retour sur la Lune commence à l'occasion du 20e anniversaire d'Apollo 11, donc le 20 juillet 1989. C'est-à-dire qu'on se souviendra qu'il y a eu 6 missions sur la Lune entre 1969 et 1972. Et après ça, les Américains se sont dit... Ça coûte beaucoup trop cher d'aller sur la Lune. En même temps, on est allé 6 fois. On a l'impression d'avoir fait un peu le tour de la question. Donc, on a mis le projet de côté pour développer celui de la navette spatiale. Donc, c'était l'idée de construire une navette qui ferait qu'on pourrait aller dans l'espace ça coûterait beaucoup moins cher. Et une fois qu'on aurait développé la navette, là, on pourrait passer à autre chose. D'ailleurs, on a donc développé la navette spatiale. En 86, le président Reagan a annoncé la construction d'une station spatiale qui s'appelait à l'époque Freedom. Donc ça, c'était la deuxième étape. On a la navette qui est censée nous donner accès facilement et de façon économique à l'espace. Nous allons ensuite construire une station spatiale. Et en 89, là, le président Bush père arrive avec la suite logique, si je peux dire, c'est de dire, maintenant que nous sommes sur le point de construire une station spatiale, la construction devait commencer au début des années 90. Nous allons ensuite, l'étape suivante, c'est d'aller sur la Lune. Donc, si on pense qu'aujourd'hui, on est en 2021, ça fait donc quelque chose comme 32-33 ans qu'on songe sérieusement à retourner sur la Lune, qu'on y travaille pour retourner sur la Lune. On n'est toujours pas rendu.
Et c'est vraiment en 1989 qu'on relance cette idée. À quoi j'ai résumé un petit peu son plan là, de station spatiale. Il voulait, je trouvais ça bien qu'il voulait se permettre là, d'y aller par étapes et il voyait pas ça comme une course à court terme, quoique il voulait provoquer les choses quand même. Donc, concrètement, là, ça ressemblait à quoi ce qu'il avait en tête en 1989, Bush? En fait, ce que le président Bush a déclaré le 20 juillet 89, là, vraiment au moment du 20e anniversaire, c'est de dire, en 1961, John F. Kennedy il a lancé une course à la Lune. Il a dit, il faut aller sur la Lune avant la fin des années 60 pour évidemment battre les Russes. George Bush père dit en 1989, on n'est plus à cette époque-là, on n'est plus dans une époque de course. Fait que moi, ce que je lance, c'est un programme à long terme. C'est un programme qui va s'étendre sur probablement une trentaine d'années. Programme qui va viser, dans un premier temps, à finalement construire la fameuse station spatiale. Dans un deuxième temps, au début de fin des années 90, début de l'an 2000, là, on va retourner sur la Lune, un peu comme à l'époque d'Apollo, mais cette fois, pas pour faire de courtes missions de 2-3 jours comme c'était le cas dans le temps d'Apollo, mais pour s'y installer, pour vraiment installer une base sur la Lune, pour apprendre ce que c'est que de vivre sur une autre planète, entre guillemets. Donc, son plan, c'était de s'installer sur la Lune. Et là, en s'installant sur la Lune, on va acquérir le savoir-faire, la technologie nécessaire pour éventuellement aller sur Mars. Donc, son plan visait à ce que, après s'être installé sur la Lune, probablement que dans les années 2010, probablement vers 2018, là, on se lancerait à la conquête de la planète Mars, ayant développé les technologies nécessaires, en ayant acquis le savoir-faire sur la Lune, on va se lancer sur Mars. J'ouvre une petite parenthèse, comme je le dis un peu dans le fascicule. Remarquez bien les années que je vous donne, parce qu'on est en 2021, évidemment, on sait que ça n'a pas eu lieu, on ne s'est pas installé sur la Lune au début des années 2000, on n'est pas parti à la conquête de Mars dans les années 2010, on n'est pas beaucoup plus avancé, mais à l'époque de Bush, donc Bush père en 1989, lui, il lance un programme sur une trentaine d'années, dont le but ultime, c'est une fois installé sur la Lune, c'est de se lancer à la conquête de Mars, et si le plan s'était réalisé, peut-être qu'à l'heure actuelle, il y aurait des astronautes sur la planète Mars. On est loin de là. Tout à fait. Et une question difficile se pointe dès le départ du moment qu'on veut retourner sur la Lune. Combien ça va coûter? Donc, le coût de cette opération-là, il faut le cadrer dans le budget américain. Puis, t'expliques là, que ça, je pense, ça a été une partie difficile. Là. C'est ça. En fait, là, ce qu'il faut savoir, d'ailleurs, dans le fascicule, j'explique un peu comment ça fonctionne rapidement, là, la politique américaine puis la façon de fonctionner aux États-Unis. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, vous avez le président qui propose des projets, que ce soit dans le domaine spatial ou dans n'importe quel autre, mais c'est le Congrès qui détient les cordons de la bourse. C'est le Congrès qui décide s'il va financer, oui ou non, telle ou telle initiative présidentielle. Fait qu'à l'époque de Kennedy, quand Kennedy a lancé son plan pour aller sur la Lune avant la fin des années 60, Kennedy avait dit, écoutez, ça va coûter entre quelque chose comme 20 et 40 milliards de dollars des années 60, et c'est une urgence nationale, il faut y aller, et Kennedy s'était assuré que le Congrès collaborait à son projet, que le Congrès entérinerait son projet, que le Congrès financerait son projet. Dans le cas de George Bush père, le problème, c'est justement, il a manqué son coup. Il n'a pas réussi à convaincre le Congrès qu'il fallait investir des centaines de milliards de dollars pour, construire la station spatiale, 2, aller sur la Lune et éventuellement s'élancer sur Mars. Donc, le Congrès n'a pas suivi, le Congrès n'a pas délié les cordons de la bourse, fait que le fameux projet de Bush qui était grandiose a littéralement jamais levé de terre parce que le Congrès il a dit non, nous, on ne voit pas l'idée de dépenser 100, 200, 300 milliards pour se rendre sur la Lune et éventuellement sur Mars, même si c'était sur une période de 30 ans. En janvier 2004, George Bush, fils, presque un an après la perte de Columbia, va de l'avant avec un programme ambitieux. Ça, c'est bien parce que je me souviens de ces annonces-là. Je suivais ça dans l'actualité. Il annonce donc un nouveau projet d'exploration de l'espace qui vise à étendre la présence humaine dans le système solaire. Donc, de quel projet s'agit-il tout d'abord donc avec George Bush, fils? C'est ça. En fait, ce qui est important à dire, puis je le raconte un peu dans le fascicule, c'est l'événement clé, il s'est produit le 1er février 2003 lors du retour sur Terre de la navette spatiale Columbia après une mission de 16 jours.
Et je pense que tout le monde va se souvenir, c'est la fameuse mission où la navette est revenue sur Terre et finalement, elle s'est désintégrée dans l'atmosphère terrestre, tuant évidemment les 7 membres d'équipage. On assistait donc à un deuxième accident de navette en 18 ans. Il y avait eu Challenger en 86. Et là, à ce moment-là, on est donc en février 2003, ça remet en question tout le programme spatial américain, particulièrement le volet des vols habités. Est-ce que on devrait continuer d'envoyer des hommes dans l'espace? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt envoyer des robots et finalement laisser faire la station spatiale, laisser faire la navette spatiale, oublier tous les autres projets? Et ce qui est assez étonnant, c'est que justement, 1 an plus tard, le 14 février 2004, George Bush fils, lui, qui, en tant que président, doit prendre la décision ultime, là, est-ce qu'on va de l'avant ou pas, décide d'aller de l'avant. Il aurait pu dire, écoutez, ça coûte trop cher, c'est dangereux, on a déjà perdu 14 astronautes, oublions ça, lançons des satellites, contentons-nous d'explorer le système solaire de robots. Alors qu'au contraire, George Bush relance une idée, et ça, il a surpris vraiment tout le monde à l'époque, parce qu'on ne s'attendait pas ça de lui. Il a vraiment dit non seulement on va reprendre les vols de la navette spatiale, non seulement on va continuer d'assembler, on va terminer l'assemblage de la station spatiale, mais on va l'opérer, mais en plus, on va retourner sur la Lune. Depuis le temps qu'on y pense, on va retourner sur la Lune, et lui, évidemment, on est en 2004, fait que lui, il se donne une quinzaine d'années. Il dit, on va retourner sur la Lune vers la fin des années 2010, donc vers 2018 ou quelque chose comme ça, pour éventuellement aller sur Mars. D'ailleurs, alors que son père, le Bush père, prévoit surtout de s'installer sur la Lune et d'apprendre à fonctionner sur un autre monde, dans le cas de Bush fils, c'est plutôt que la Lune va servir de tremplin vers Mars. Donc, on va aller sur la Lune, mais plutôt pour des séjours relativement brefs, plutôt pour développer le savoir-faire et la technologie, parce que lui, son but, c'est d'aller sur Mars. C'est vraiment, il fixe l'objectif Mars et la Lune n'est juste un tremplin pour la conquête de Mars. Donc, il surprend tout le monde en allant de l'avant en disant, nous allons construire la station spatiale. Il a pris des décisions importantes, George Bush fils. Il a dit dans un premier temps, la navette vient d'avoir un accident l'an passé, on va reprendre les vols de navette, mais essentiellement pour terminer l'assemblage de la station spatiale, assemblage qui devrait être terminé vers 2010. Et une fois que l'assemblage sera complété, on met fin au programme de la navette spatiale. On arrête les vols de navette spatiale parce que c'est trop dangereux. On va développer un nouveau véhicule, un véhicule plus sécuritaire, peut-être même plus simple. En deuxième lieu, il dit, la station spatiale va servir essentiellement à faire des recherches sur la vie dans l'espace, comment les astronautes vivent dans l'espace, est-ce qu'on peut demeurer dans l'espace durant des années, parce que si on va sur Mars, ça va prendre des années. Donc, il réoriente le programme de la station spatiale vers l'objectif éventuellement de faire des missions vers Mars. Et en plus, il leur donne la construction de nouvelles fusées, de nouveaux vaisseaux spatiaux, dans le but, d'atteindre la Lune, mais surtout dans le but d'atteindre la planète Mars. Donc, tout le programme américain change d'un seul coup, juste parce que George Bush fils décide que maintenant, on abandonne un peu les projets actuels et on s'en va vers Mars à grande vitesse, si je peux dire. Est-ce que, Claude, on peut dire que c'est vraiment là, les premiers jalons d'Artemis, là, on est début 2004, c'est là que l'histoire débute, là, qui c'est ça, exactement. C'est-à-dire que quand tantôt je parlais de Bush père, ça c'est les préludes à un retour sur la Lune, mais George Bush fils, lui, il va vraiment jeter les bases de ça sur quoi on travaille encore aujourd'hui. Donc, le programme Artemis, qui s'appelait à l'époque Constellation, a commencé en 2004. Ça fait donc 18 ans maintenant, ou à peu près, qu'on travaille dessus. Mais c'est vraiment le même programme qui se poursuit, mais qui a régulièrement, on va le voir d'ailleurs dans le cours de l'histoire, puis on l'explique bien dans le fascicule, il a changé plusieurs fois d'orientation, il a changé de nom, il a changé de conception. Il y a constamment, les présidents bouleversent constamment le programme. Donc, ça fait 18 ans que la NASA travaille sur ce projet-là. Et on n'a pas fini d'arriver à des changements, mais c'est vraiment on peut dire que le programme Artemis, si jamais il aboutit, il a recommencé vraiment en 2004. Donc, ça fait plus de 15 ans que la NASA travaille dessus. Alors que pour mémoire, on se souvient que le programme Apollo, le président Kennedy a lancé l'idée en 1961 et en 1969, donc 8 ans plus tard, on était sur la Lune. Bien, c'est ça, c'est le programme Constellation. Puis la NASA, donc, établit un calendrier de vol d'essai là, qui aurait lieu entre 2009 et 2013, là. Je sais pas si tu peux nous en parler, là, de Constellation puis de ces vols d'essai-là qui étaient planifiés. La première étape que fixe George Bush, c'est de se dire, nous allons arrêter les vols de navettes en 2010, une fois que la station spatiale aura été assemblée.
Et là, on développe entre-temps une nouvelle fusée qui va s'appeler Ares éventuellement et un nouveau vaisseau qui va s'appeler Orion éventuellement. Et ce vaisseau-là qui va ressembler plus à une capsule Apollo qu'à une navette spatiale. Ce vaisseau-là doit entrer en service le plus vite possible parce que du moment qu'on arrête les vols de navettes, nous, les Américains, on n'est plus capable d'envoyer des astronautes dans l'espace. On n'a plus la capacité d'y aller. Ça fait qu'à l'origine, le vaisseau Orion, le système Aries Orion, devait voler vers 2010. Maintenant, on est en 2004 et on se disait non, on n'a pas assez de temps pour développer ces systèmes-là. Ils vont plutôt voler vers 2012, peut-être 2014. Mais là, on se disait pendant 3, 4, 5 ans, on n'aura plus les capacités d'envoyer nos astronautes dans l'espace. Il va falloir faire affaire avec les Russes, parce que les Russes ont leur système Soyouz qu'on connaît tous bien, qui fonctionne très bien, et les Russes peuvent envoyer constamment des cosmonautes vers la station spatiale. Donc, les Américains se sont sont devenus dépendants des Russes. Maintenant, ils se disaient, il va falloir que cette dépendance soit la plus courte possible. Donc, on va travailler le plus fort possible pour faire en sorte que le système soit prêt vers autant que possible 2010, plutôt 2012, 2014. Mais si on peut raccourcir les échéanciers, on va le faire le plus possible. OK. En janvier 2009, Barack Obama devient le 44e président des États-Unis. Sitôt le nouveau président élu, on n'en a pas parlé, mais il y a Mark Griffin qui remet sa démission. Donc lui, c'était en fait le président là, de la NASA. L'administrateur de la NASA. L'administrateur. Le patron de la NASA. Le patron de la NASA. Donc, Obama... là, il y en a plein les bras. Il y a beaucoup à faire. Donc, lui, là, dès le départ, il n'y a pas vraiment de temps à consacrer à la NASA. Hein, c'est bien ça? C'est ça. En fait, le problème qui se pose, là, c'est que George Bush a lancé le projet en 2004 et rendu en 2000. En fait, Obama rentre en fonction le 20 janvier 2009. On est en 2009. Il y a à peu près rien qui s'est fait. En fait, il y a eu beaucoup de paperasse, il y a eu beaucoup de planifications qui ont été faites. Les plans ont changé entre-temps parce que quand Griffin est arrivé à la tête de la NASA, il a changé les plans parce que lui, il voulait raccourcir encore les délais entre la fin des vols de navette et le début des vols en capsule Orion. Donc, les plans ont changé, ce qui fait qu'en rendu en 89, là, on n'est pas beaucoup plus avancé qu'on l'était en 2004. Et là, évidemment, Obama, un peu comme je le décris dans le fascicule, là, il arrive avec un pays qui est totalement ruiné à cause des guerres qui ont été menées par l'administration Bush en Afghanistan, en Irak. Il y a eu, rappelons-nous, la fameuse bulle immobilière en 2008, là, l'effondrement de l'économie américaine qui a créé la plus grande crise économique depuis la récession des années 30, là, la grande dépression des années 30. Donc, Obama n'a pas le temps de s'occuper du programme. Fait qu'il laisse aller les choses. Et, entre-temps, lui, il nomme un nouvel administrateur parce qu'il faut savoir une chose. À chaque fois qu'on change de président, ceux qui sont à la tête des différentes agences gouvernementales, que ce soit au niveau de la santé, au niveau des sciences, à toutes sortes de niveaux, tout ce qui est organisme fédéral, le dirigeant remet sa démission au nouveau président, qui peut l'accepter ou non. Ça fait que souvent, quand les démocrates arrivent au pouvoir, ils mettent leurs hommes en place. Arrive un président républicain, il met ses hommes en place. Arrive un président démocrate, il met ses hommes en place. Fait que constamment, en principe, à peu près à tous les 8 ans ou à tous les 4 ans, quand il y a une élection, il y a un changement à la tête des différentes agences, ce qui crée encore là beaucoup de brouhaha, beaucoup d'insécurité, parce qu'à chaque fois, bon, que va faire le nouvel administrateur? Quelles vont être les nouvelles directives? Et c'est arrivé, évidemment, dans le cas d'Obama, c'est que Obama nomme à la tête de la NASA Charles Bolden, qui est un ancien astronaute, qui a réalisé 4 missions de la navette spatiale. Il a commandé la navette spatiale, entre autres. C'est quelqu'un d'extrêmement compétent. Mais là, Bolden, lui, arrive après Griffin, puis il se dit, bon, ben, je remets les choses en place, je rebrasse les cartes, si je peux dire, pour réévaluer le programme qui va nulle part depuis déjà 5, 6, 7 ans. Là, donc, le programme va changer à nouveau. Et cette fois, dans le cas de l'administration Obama, ben, Obama va arriver environ 1 an et demi après sa présidence. Et là, il va enfin réviser le programme de la NASA. Il va dire, écoutez, ça va nulle part, ce programme-là. J'annule le programme. Je le laisse tomber. Constellation, les fusées que prépare la NASA depuis 6, 7, 8 ans ne vont nulle part. J'annule le programme. Ben oui, là, il prend en main le dossier de la NASA. Donc, en octobre 2009, la commission chargée par le président Obama de faire le point sur l'évolution du volet « Hommes dans l'espace » de la NASA rend public son rapport qui est intitulé « À la recherche d'un programme de vol habité à la mesure d'une grande nation ». Bon, ben, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce rapport-là?
Compte tenu que le programme allait nulle part, effectivement, Obama avait nommé une commission d'études de spécialistes de l'aérospatiale pour dire faites le point, dites-moi un peu ce qu'il y en est, puis dites-moi ce qu'on devrait faire. Et le rapport de la commission Augustine, parce que dirigée par Norman Augustine, fait le constat que finalement le projet lancé par Bush a été sous-financé, c'est un projet irréaliste. En fait, comme le dit Augustine, puis ça je trouve ça très intéressant dans son rapport, on a la fâcheuse habitude aux États-Unis, mais je pense qu'on le voit dans beaucoup d'autres administrations publiques, de lancer des projets, de lancer des buts, mais de ne pas donner les moyens d'atteindre les buts, de ne pas donner soit le personnel, soit le financement pour atteindre nos buts. Et c'est le cas du programme Constellation de George Bush, qui, après 7 ans, n'a pas vraiment progressé. Et là, Augustine se dit, écoutez, il faut changer un peu les choses. En fait, je propose comme commissaire 3 possibilités. Soit qu'on retourne sur la Lune, mais là, en réorganisant le programme, soit qu'on vise la planète Mars, et là, à ce moment-là, on va peut-être se servir de la Lune, mais on peut peut-être même y aller directement, ou même on pourrait avoir un programme qui appelle un peu à option ouverte, c'est-à-dire développons du matériel, développons des technologies, puis voyons voir, une fois qu'on les aura développées, ce qu'on pourrait faire. On pourrait d'ailleurs non pas aller ni sur la Lune, ni sur Mars, mais peut-être aller visiter des astéroïdes qui passent dans nos parages, peut-être aller visiter des comètes, ce qu'on appelle aller dans l'espace lointain, au-delà de l'orbite lunaire, plus loin que la Lune, pas nécessairement aussi loin que Mars. Et donc, fort de ce rapport-là, Obama décide effectivement d'annuler carrément le programme Constellation puis dit, écoutez, oui, un détail qui est important. La commission Augustine va proposer quelque chose qui va avoir un impact majeur sur les suites des événements. C'est qu'elle va dire, selon nous, la NASA devrait se retirer du transport des astronautes en orbite terrestre. Le transport d'astronautes, mettons, vers la Station spatiale internationale, devrait être confié à des entreprises privées. Et c'est là qu'est né les fameux projets, entre autres, de capsule Crew Dragon, qui fait que SpaceX, maintenant, va transporter les astronautes de la NASA. Il y a Boeing qui est en train de développer aussi sa capsule Starliner. C'est suite aux recommandations du rapport Augustine que l'administration Obama décide effectivement de dire à la NASA, écoutez, cessez d'envisager d'envoyer vos propres astronautes dans vos vaisseaux à vous. Passer des contrats auprès des entreprises pour qu'elles développent elles-mêmes leurs vaisseaux spatiaux. Et ce seront des vaisseaux spatiaux développés par les entreprises et c'est elles qui vont en quelque sorte vous louer les services, mais ils pourront aussi louer leurs services à d'autres. Et c'est donc à partir de ce moment-là, on est en 2009-2010, on est en 2010, que vont naître les programmes de vol habité auxquels on assiste actuellement. La NASA, elle, de son côté, doit se consacrer plutôt à développer une série de technologies, que ce soit au niveau des fusées, au niveau des vaisseaux spatiaux, au niveau de la propulsion avancée, etc., pour éventuellement aller beaucoup plus loin. Donc, ce qu'Obama propose, c'est un programme beaucoup plus vague qui dit un jour, on aura les technologies nécessaires pour se rendre où on veut. Mais entre-temps, oublions la Lune, oublions Mars, concentrons-nous sur des technologies et on verra ce qui arrivera par après. Un changement de cap important et aujourd'hui, on en connaît le résultat. Donc, tu en as glissé un mot rapidement. En février 2010, officiellement, donc le coup près va tomber sur le programme Constellation. C'est terminé. L'administration Obama ordonne son abandon pur et simple, estimant que ce programme, qui remonte déjà à 7 années, ça a coûté 9 milliards de dollars et pour lui, ça va nulle part. J'imagine que plusieurs devaient être consternés de cette décision, j'imagine. On est littéralement passé, on peut faire un jeu de mots, du programme Constellation au programme Consternation. Okay. Parce que il y avait, on estime à l'époque qu'il y avait plus que 11 000 personnes qui travaillaient sur ce programme-là, que ce soit à la NASA ou dans l'industrie privée. Et à ce moment-là, il y a comme possiblement 11 000 personnes qui soit perdraient leur poste ou bien seraient réaffectées à autre chose. Mais ça a créé une vague de choc absolument considérable. J'ouvre juste une parenthèse. Si les gens suivent bien le récit, en 1989, George Bush bouleverse tous les plans de la NASA en disant, écoutez, on s'en va vers la Lune et sur Mars. En 2004, George Bush fils arrive, il change les plans de la NASA. Écoutez, on met fin au vol de la navette spatiale, on change l'orientation de la station spatiale et on s'en va vers la Lune et éventuellement vers Mars. Arrive en 2010, Barack Obama, on oublie tout, on annule Constellation, on passe sur autre chose. Vous imaginez les gens qui travaillent sur ces programmes-là, les gens qui travaillent à la NASA, comment ça doit se passer, hein? Puis
je prends l'exemple de la NASA, mais ça doit se passer partout comme ça dans toutes les autres administrations, que ce soit en santé ou en éducation ou en sciences ou n'importe quoi. À chaque fois qu'arrive un président, là, tout peut être bousculé. On peut repartir à zéro. Ça doit pas être facile hein, de mener à bien des programmes dans ces conditions-là où le nouveau président décide de changer les cartes, de brasser les cartes. Et ça va continuer, là, on va le voir un peu plus tard. Donc, Obama, quand il annonce sa décision, là, il sème la consternation. Et là, il y a peut-être 11 000 personnes qui voient, 11 500 personnes même qui voient leur poste menacé. Ça a une onde de choc très importante dans le domaine, dans ce programme-là. Mike Griffin, le prédécesseur de Bolden à la tête de la NASA, fait remarquer fondamentalement, vous détruisez les ponts derrière vous, même si une telle stratégie porte fruit. Tout ce que vous aurez obtenu, ce ne sera pas un programme spatial digne des États-Unis, mais une capacité d'atteindre l'orbite terrestre, où il n'y aura rien à faire puisqu'il n'y aura plus aucune infrastructure gouvernementale. Où sera donc rendu le marché du vol spatial, se demande-t-il. Qu'est-ce que tu penses de ça, cette réflexion-là de Griffin? Ben, c'est effectivement ce à quoi on s'est posé à l'époque, c'est-à-dire que là, il y avait des fusées en préparation, il y avait des vaisseaux spatiaux en préparation, et là, l'administration Obama a dit, écoutez, oubliez tout ça, on part à zéro. Fait qu'est-ce qui va arriver? Puis surtout que la station spatiale, à l'époque, on est en 2010, devait fonctionner, il était prévu qu'elle fonctionnait à peu près jusque vers 2015, peut-être 2018, bon, on sait que le programme a été prolongé, là, mais à l'époque, c'est pour ça que Griffin nous dit, la journée où les entreprises privées vont avoir développé des capsules pour envoyer des astronautes américains dans l'espace, ben, il y aura peut-être plus de station spatiale, il y aura plus rien, fait qu'est-ce qu'on fait? Fait que c'est une chose quand vous décidez d'aligner tous les projets, mais qu'est-ce que vous allez avoir par la suite? Et évidemment, quand on voit un peu toute l'évolution du programme lunaire depuis 1989, il y a de quoi s'inquiéter. Maintenant, si je peux me permettre de poursuivre le récit, mais tu sais, je ne sais pas si tu avais la question, mais il ne faut pas oublier une chose, nous sommes en 2010. Et 2010, c'est une année électorale de mi-mandat. C'est-à-dire que le tiers des sénateurs au Congrès américain sont en réélection et tous les représentants de la Chambre des représentants sont en réélection. Donc, pour eux, là, l'idée d'annoncer qu'il y a peut-être 11 500 personnes et leurs familles et toutes les conséquences qui vont perdre leur poste, ça a un impact majeur et eux ne peuvent pas accepter l'idée que on tire sur le programme, on détruit le programme et à ce moment-là, il arrivera ce qui arrivera. Fait Obama, il doit tenir compte du contexte politique et 2010, c'est une année d'élection mi-mandat et ça va avoir des répercussions très importantes sur la suite des événements. Avril 2010, le président Obama visite le Kennedy Space Center en Floride. Pour l'occasion, il annonce que finalement, il confie à la NASA le mandat de développer une nouvelle fusée super puissante en remplacement d'Ares 5. Répondant au flot de critiques, il propose même un échéancier. Bon, ben de quel fusée géante s'agit-il, Claude, ici? Ce qui est amusant, hein, c'est que en campagne électorale en 2008, Obama avait dit « Moi, je suis pas vraiment intéressé par le projet de Bush de retourner sur la Lune et sur Mars. Je suis vraiment pas intéressé par le développement d'une fusée. » Mais finalement, justement, étant donné l'impact de son annonce de dire on oublie le programme Constellation, ça a eu des répercussions telles qu'il a dit il est obligé de faire marche arrière, il a pu dire OK, d'accord, on va construire une fusée. Maintenant, ce que je propose à la NASA, c'est qu'elle prenne environ 3-4 ans, à peu près 5 ans pour concevoir la fusée et ensuite la développer, de sorte que vers la fin des années 2010, on pourrait avoir une nouvelle fusée et un nouveau vaisseau. Maintenant, il n'est pas très précis au niveau du design en tant que tel, il laisse ça le soin à la NASA, mais là, il fait donc un peu marche arrière parce qu'il se rend compte que d'une part, le Congrès va réagir, étant donné les 11 500 pertes d'emplois prévisibles, et donc, il est forcé de reculer parce que les sénateurs et les représentants qui sont en élection, eux, peuvent pas accepter le chose. Donc, il fait littéralement marche arrière en disant, bon, écoutez, et en termes d'échéancier, ben lui, il avait dit, écoutez, développons les technologies et on verra ce qu'on fera plus tard. Ben là, il dit, écoutez, non, on va se fixer des échéanciers. Il faut à la fin des années 2010, on puisse envoyer des astronautes dans l'espace en orbite terrestre. Et probablement qu'à partir de l'année 2025, là, on aura les moyens, les technologies pour aller beaucoup plus loin, pour aller dans l'espace lointain. Donc, peut-être retourner sur la Lune, peut-être aller jusqu'à Mars, peut-être explorer des comètes ou des astéroïdes qui passeraient dans les parages.
On verra à ce moment-là, mais là, il fixe l'échéancier, donc retour en orbite terrestre à bord de vaisseaux américains pour la fin des années 2010 et possiblement aventure dans l'espace à partir de 2025. Et Obama, il dit quelque chose de je trouve amusant, il dit, écoutez, je pense que selon mon plan, probablement qu'en 2035, on sera sur Mars. Et moi, j'espère bien en 2035 assister à ce jour-là. Et en 2035, Obama, il aura 74 ans. Donc, il pensait déjà à l'époque que peut-être que dans sa vieillesse, il verrait des hommes marcher sur Mars grâce à son programme lancé en 2010. Donc, on parle de la fusée géante baptisée SLS, Space Launch System. Ça, là, il faut juste... Je ne l'avais pas mentionné tout de suite parce que l'étape suivante, c'est que le Congrès réagit. Le Congrès se dit non, il n'est pas question que la NASA développe une fusée dans 5-6 ans puis qu'il faut faire les choses beaucoup plus rapidement. Et c'est le Congrès qui ordonne à la NASA de concevoir une nouvelle fusée qui va s'appeler SLS, donc Space Launch System. Moi, je ne sais pas, là, mais c'est peut-être une première dans les annales spatiales où le Congrès américain ordonne à la NASA de développer une fusée. Et là, la NASA se dit, OK, d'accord, je remets mes plans. Et cette fusée-là va être développée à partir des éléments de la navette spatiale. Là. C'est-à-dire, on va se servir de gros réservoir jaune-orange de la navette spatiale va servir de premier étage de cette fusée-là. On va y accoler 2 fusées à poudre qui sont les descendants directs des fusées à poudre dont se servait la navette spatiale. Et les gens vont se souvenir que l'orbiteur, là, l'appareil qui ressemble à un avion, à la queue, il y a 3 moteurs SSME. Ces moteurs-là vont servir à propulser le premier étage de la fusée. Donc, la NASA se dit, OK, vous voulez que je vous développe une nouvelle fusée qui est je vais me servir des éléments de la navette spatiale pour concocter quelque chose parce que le Congrès veut aller vite. Le Congrès veut que la NASA ait terminé la conception de la fusée en 2015 et que la fusée vole dès 2016 et c'est très, très peu de temps, ça, compte tenu du temps que ça prend pour mettre au point des nouveaux systèmes. Donc, la NASA se dit, OK, vous voulez que je vous développe une fusée, je vais me servir des composantes de la navette spatiale pour développer une fusée, mais la SLL, au départ, c'est une fusée de conception du Congrès américain, sous ordre du Congrès américain, ce qui est assez particulier. Eh bien. Et puis, bien, sans le mentionner officiellement, c'est une sorte de version cargo de la navette spatiale. Exactement. Ce qui est un peu ironique, hein, c'est que tout au long du programme Constellation, puis du programme d'Obama, etc., on parle toujours de développer de nouvelles technologies qui vont révolutionner le vol spatial. Puis là, on va mettre au point des choses auxquelles on n'avait même pas encore pensé. Puis dans le fond, la fusée, c'est la navette spatiale à laquelle on a enlevé l'orbiteur, on a repris les mêmes éléments. Et finalement, c'est la technologie des années 60-70 qu'on va se servir. Donc, on est très loin du développement de technologies révolutionnaires qui vont changer la vision qu'on a de l'exploration spatiale, comme on nous dit souvent. Mm-hmm. Janvier 2017, Donald Trump s'installe triomphalement à la Maison-Blanche. Comme la coutume le veut, bien encore une fois, Charles Bolden, bien, il remet sa démission. Cependant, il va être remplacé à la tête de la NASA que 14 mois plus tard par le politicien Jim Bridenstine. Pourtant, le nouveau président, eh bien, il est pressé de voir bouger les choses. Avant même son entrée en fonction, il demande à la NASA d'envisager la possibilité que la première fusée SLS transporte un équipage. Donc, alors, il est pressé, mais en même temps, ça prend un temps fou avant que le nouveau patron de la NASA s'installe. Exactement. Alors, que penses-tu de tout ça? C'est ça. Écoutez, ce qui est assez formidable quand on regarde la chronologie, on vient de parler il y a quelques minutes, on était en 2010, arrive 2017, l'élection d'un nouveau président. Il y a à peu près rien qui s'est fait entre-temps. Là. Il y a eu du développement technologique, il y a eu des essais de moteurs fusées puis tout ça, mais on est en 2017 et la fusée SLS est toujours très loin de pouvoir voler. Et donc, Trump arrive à la présidence puis il dit, moi, je veux que les choses bougent vite. Et donc, il demande à la NASA, écoutez, est-ce que vous pourriez mettre un équipage à bord de la première fusée? Parce que moi, je veux quelque chose de spectaculaire. Et surtout, il y a une petite révélation dans le fascicule, parce qu'à l'époque, c'est passé un peu sous inaperçu devant le brouhaha que suscitait l'administration Trump dans ses premières semaines, des premiers mois. C'est qu'avant même que Trump devienne président des États-Unis, il a demandé à la NASA, écoutez, est-ce que ce serait possible de faire en sorte que des astronautes se rendent jusqu'à la Lune vers 2020, c'est-à-dire juste avant ma réélection? Moi, j'aimerais ça comme président
présenter quelque chose de triomphal, de dire, écoutez, sous mon administration, nous sommes retournés sur la Lune. Ce que Trump voulait faire, c'était un peu ce que la mission Apollo 8, là, les plus vieux, comme moi, vont se souvenir qu'à Noël 1968, un premier équipage est allé passer la journée de Noël autour de la Lune pour revenir. C'était la première fois que des astronautes atteignaient la Lune. Avec Apollo 8, il va y avoir Apollo 11 à l'été suivant. Donc, Trump voulait un peu rééditer l'exploit au moment de ses élections. Donc, Trump, là, il était même pas encore rentré en fonction, qu'il pensait déjà aux élections de 2020 et de se servir de l'espace à des fins politiques, là, des fins de triomphe pour dire, vous regardez comment nous sommes brillants. Mais la NASA va se dire, écoutez, c'est beaucoup trop risqué, d'une part, de mettre des gens à bord de la première fusée. Habituellement, quand on teste une fusée, on met personne à bord les premiers vols pour s'assurer au cas où il arrive un accident. Et finalement, ils vont décliner. Mais c'est quand même, je dirais, scandaleux de penser que Trump, à peine arrivé en fonction, pense déjà à son élection 2020 en disant à la NASA, faites-moi quelque chose de spectaculaire pour m'aider à être élu. Évidemment, on connaît un peu la suite de l'histoire puisque il n'y a pas eu de mission Apollo 8 en orbite autour de la Lune en 2020. En fait, le premier lancement de la première fusée SLS se fait toujours attendre, mais c'était l'objectif de Trump. Il faut que ça bouge, il faut qu'il se passe quelque chose. Octobre 2017, le vice-président Mike Pence, qui préside le Conseil national de l'espace, annonce que les États-Unis vont retourner sur la Lune, qui va servir de tremplin vers Mars. On revient avec cette notion de George Bush fils, de tremplin que serait la Lune. Donc, Claude, ça y est, on retourne sur la Lune. Absolument, exactement. Retourne sur la Lune. Exactement, on peut plusieurs mettre, effectivement. Là, encore là, l'administration Trump est pressée d'agir et à l'époque où Mike Pence, le vice-président, a fait son annonce, la NASA se préparait à retourner des astronautes sur la Lune en 2028 et pour s'y installer sur la Lune. Mais là, l'administration Trump a dit non. Elle dit, moi, je veux qu'on retourne sur la Lune beaucoup plus tôt, donc dès 2024, et pour s'y installer, alors que la NASA... non, plutôt l'inverse. La NASA se préparait à retourner sur la Lune en 2028 pour s'installer sur la Lune. Trump, il dit non, je veux que vous retourniez, l'administration Trump a dit, je veux que vous retourniez dès 2024 et que ça nous serve de tremplin vers la planète Mars. Donc, on revient quasiment au projet de Bush père en 2009. La Lune servirait de tremplin. Donc, encore là, nouveau bouleversement pour la NASA, mais la NASA va dire, écoutez, on n'est pas prêt, là, ça nous prendrait beaucoup plus de fonds que ça pour être prêt pour 2024, mais c'est l'ordre que donne l'administration Trump à la NASA. À l'occasion de l'énoncé budgétaire de 2019, le plan des dépenses proposé par l'administration Trump au Congrès pour l'année financière qui débute le 1er octobre 2018, on ajoute au budget de la NASA un élément additionnel, une station spatiale placée en orbite autour de la Lune qui va servir d'avant-poste à l'exploration de la Lune. Claude, est-ce qu'on vient pas un peu compliquer les choses avec cette station orbitale autour de la Lune? Exactement. En fait, jusqu'à maintenant, la NASA travaillait sur un plan d'arriver sur la Lune en 2028, un peu à la manière d'Apollo, c'est-à-dire qu'elle construirait un vaisseau qui se placerait probablement en orbite autour de la Lune ou se poserait directement sur la Lune, réaliserait des missions qui dureraient 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines et reviendrait sur Terre. Et ce vaisseau-là devait être réutilisable, donc on se servirait sensiblement des mêmes éléments pour accomplir plusieurs missions, contrairement aux missions Apollo. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute une station spatiale qui serait placée en orbite autour de la Lune et qu'on appelle un avant-poste. C'est-à-dire que selon la nouvelle le nouveau schéma de mission, vous auriez des capsules qui feraient la navette Terre orbite lunaire qui s'arrimeraient à cet avant-poste-là qui s'appelle le Lunar Gateway. À ce Lunar Gateway-là, il y aurait des modules lunaires d'arrimée qui ferait la navette entre l'avant-poste en orbite lunaire, le Lunar Gateway, et la surface lunaire. Donc là, vous avez donc une étape additionnelle, c'est-à-dire que non seulement vous devez construire une navette
Terre-Lune et éventuellement des vaisseaux pour se poser sur la Lune, mais vous ajoutez une station spatiale qui va être placée en orbite autour de la Lune et qui va servir d'avant-poste. Maintenant, c'est un projet auquel rêve la NASA depuis des décennies. Elle avait l'idée de lancer des stations spatiales, de petites stations spatiales, pas aussi grosses que la Station spatiale internationale qu'on connaît, mais qui seraient placées peut-être en orbite autour du Soleil ou peut-être à destination de certaines cibles particulières. Là, le projet est ramené autour de la Lune, donc on va installer un avant-poste en orbite lunaire qui va s'appeler Lunar Gateway et un avant-poste qui serait donc une mini-station dont les différents modules pourraient être fournis soit par différentes agences spatiales. L'Agence spatiale européenne pourrait fournir un module, peut-être l'Agence spatiale japonaise aussi. Le Canada pourrait fournir un bras télémanipulateur. Évidemment, la NASA fournirait certains éléments, mais aussi l'entreprise privée. Il y a des entreprises privées qui pourraient fournir un module qui servirait à soit des expériences, soit à l'habitation des équipages, soit à différents services. Donc là, on parle d'un projet où différentes agences pourraient fournir différents éléments, un projet international intéressant, mais beaucoup plus complexe. Fait que la NASA se voit ajouter un élément de plus alors qu'elle a de la difficulté à prévoir une mission sur la Lune prévue pour 2028. Mars 2019, malgré le fait que le premier tir de la fusée SLS risque d'être reporté au-delà de juin 2020, bien le vice-président Mike Pence ordonne à la NASA d'accélérer le pas. L'agence spatiale devant désormais s'organiser pour que des astronautes parviennent sur la Lune en 2024 et non plus en 2028. C'est assez extraordinaire. Comme c'était planifié. Là, Claude, pourquoi une telle priorité nationale s'installe? C'est la question qu'on s'est posée. En fait, une fois de plus, comme vous le voyez depuis tantôt, les présidents ou l'administration présidentielle vient bouleverser les plans de la NASA, là, parce que là, la NASA travaillait sur un projet de retour sur la Lune pour 2028. Et là, le vice-président Pence dit non. Il dit, selon la volonté de mon patron, ça devient une priorité nationale, nous allons envoyer des astronautes sur la Lune en 2024. Et à bord de cette mission-là, il y aura une femme. Nous allons envoyer la première femme sur la Lune. Ce sera une Américaine qui va marcher sur la Lune en 2024. Pourquoi 2024? Tout le monde s'est posé un peu la question. Tout le monde hésite un peu à y répondre, mais la réponse semble assez évidente, en tout cas à mon avis. 2024, si Trump avait été réélu en 2020, parce qu'à l'époque, il passe toujours à sa réélection, si Trump avait il serait arrivé à la fin de sa présidence. Et donc, il aurait voulu conclure sa présidence en disant « Regardez combien je suis extraordinaire. Sous ma présidence, une femme est allée sur la Lune, je l'accueille à la Maison-Blanche, je suis fier, je fais un triomphe. » C'est donc pour des raisons purement politiques que Trump bouleverse totalement les plans de la NASA, exige que la NASA bouge beaucoup plus vite. Et à ce moment-là, l'idée, c'est d'envoyer une femme sur la Lune en 2024 pour des raisons purement politiques. Le 7 juin 2019, je mentionne bien la date, c'est la stupéfaction de tous, puisque le président Trump décoche l'un de ses tweets en s'en prenant cette fois à la NASA. Je vous résume le tweet en question. Lisez comme il faut, c'est vraiment intéressant. Oui, ça vaut la peine. Avec tout l'argent que nous avons dépensé, la NASA ne devrait pas aller sur la Lune. Nous y sommes allés il y a 50 ans. Il devrait se concentrer sur des choses beaucoup plus grosses que nous faisions, comme Mars, dont la Lune fait partie, la défense et la science. Si vous n'avez pas trop compris, bienvenue. Ouais, on vient de résumer l'ère de Trump un peu à quoi on a eu droit, là. C'est ça, absolument. Alors là, quoi penser de ce gazouillis qui va semer toute qu'une confusion? C'est ça. Dans le fascicule, je reproduis textuellement le tweet, la version anglaise et la traduction que tu viens de lire. Ça a été dur presque à traduire parce que c'est incompréhensible. Les gens vont dire Claude écrit mal, mais c'est pas Claude qui écrit mal, c'est le tweet qui est écrit comme ça. Tout le monde s'est demandé, d'une part, en quoi la Lune fait partie de Mars. Ça, c'est une des phrases qu'on comprend pas trop. On comprend pas trop que Trump reproche à la NASA de retourner sur la Lune, alors que c'est lui qui a décidé ça. Parce qu'à l'époque d'Obama, Obama disait on va aller ailleurs. Parce qu'Obama aussi disait on est déjà allé sur la Lune, on devrait aller peut-être visiter des astéroïdes, peut-être visiter des comètes, peut-être aller à Mars. C'est Trump qui a ramené la NASA sur la Lune. Fait que là, dans son tweet, il reproche à la NASA de
trop se concentrer sur la Lune alors qu'il y a d'autres choses à faire. C'est bizarre. Et en plus, ben là, il dit que la NASA devrait s'occuper des projets de défense nationale. La NASA n'a rien à voir avec la défense nationale et devrait faire plus de science. Quand on sait que Trump, souvent, a méprisé la science, on l'a bien vu lors de la pandémie, on n'a pas trop compris comment ça fait que Trump, soudainement, est pro-science. Soudainement, il veut pas retourner sur la Lune, il veut aller ailleurs, etc. Donc, le tweet a vraiment semé de la confusion. J'ouvrirais une parenthèse, j'en dirais, moi, ce que j'ai toujours eu l'impression chez Donald Trump, son plaisir dans la vie, c'est de semer la confusion à tous les niveaux. Là, et je trouve que c'est un bel exemple de ça. On ne sait pas pourquoi, d'abord, c'est à sa propre politique à lui, que soudainement, il lance ça. Et chose amusante aussi, c'est que le tweet n'a pas eu de suite. Tout est revenu à la normale après. Ça a été comme une espèce de coup de gueule de Trump au mois de juin 2019. Et après ça, tout a continué comme si de rien n'était. D'ailleurs, le vice-président Pence a dû aller dans les médias pour dire non, écoutez, là, on continue comme avant. Là, la NASA continue de se préparer à aller sur la Lune. Tout va bien. On oublie tout. C'était un coup de gueule de Trump, qui a semé les mois pendant quelques jours, puis qui a finalement, il a donné rien, comme beaucoup de tweets que lancé Trump, juste pour un peu semer la confusion, semer la zizanie, mais ça n'a aucune conséquence plus que ça. OK, donc de son côté, la NASA annonce le report du premier tir d'une SLS à 2021. Elle décide également de reporter à plus tard la mise en service du Lunar Gateway, jugeant que cet avant-poste n'est pas essentiel à la réalisation du premier alunissage. La mission Artemis 3 va procéder directement à un alunissage à la manière d'Apollo 11. Donc, l'autre, si je comprends bien, il n'y a pas vraiment de conséquences à laisser tomber Lunar Gateway. Ben c'est ça, c'est que la NASA se disait... à l'origine, le Lunar Gateway devait permettre de réutiliser plusieurs fois les vaisseaux spatiaux, entre autres les modules lunaires, ferait la navette entre la Lune et le Gateway, serait amarré au Gateway, pourrait servir à plusieurs missions. Mais évidemment, ça ajoute un élément de complexe additionnel. Vous avez des vaisseaux, des navettes Terre-Lune, une station spatiale en orbite autour de la Lune et des navettes Gateway sol lunaire. Donc, la NASA s'est dit, on va simplifier les choses, on va y aller plus directement à la façon dont on a procédé pour Apollo 11. Sauf que ce faisant, là, vous avez pas vous pouvez pas utiliser des vaisseaux réutilisables. Là. Les vaisseaux vont être, entre autres, le module lunaire va être utilisé qu'une seule fois, puisque une fois que vous êtes allé sur la Lune et que vous revenez, ben, vous l'abandonnez en cours de route. Donc, il y a un peu de gaspillage là-dedans. On pourrait préciser que selon le plan de la NASA, il y aurait seulement 3 missions pour le débarquement lunaire. C'est-à-dire qu'il y aurait un premier lancement de SLS qu'on appelle la mission Artemis 1. Donc, premier lancement qu'on attend toujours et à bord duquel il n'y aurait personne. Il y aurait une deuxième mission donc Artemis 2, là, il y aurait un équipage qui irait en orbite autour de la Lune, donc un peu comme la mission Apollo 8, là, dont rêvait Donald Trump, mais cette mission-là est prévue pour 2023. Et finalement, il y aurait la mission SLS 3, qui serait le débarquement sur la Lune, un peu à la manière d'Apollo 11. Maintenant, si vous voyez un peu l'idée des chiffres que je vous donne, c'est que dans le temps d'Apollo, on a réalisé une demi-douzaine de missions préparatoires avant d'aller sur la Lune. Il y a eu Apollo 1 qui est l'incendie, mais il y a eu Apollo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 avant l'atterrissage sur la Lune. Là, on parle de 3 missions. Le matériel n'aura pas été testé comme du temps d'Apollo et pour moi, c'est un désastre annoncé parce qu'il faut prendre le temps de bien faire les choses et l'objectif d'aller sur la Lune en 2024, objectif fixé par Donald Trump, ne permet pas de bien tester le matériel et de s'assurer que tout est sécuritaire. C'est très dangereux ce qu'on ordonne de faire à la NASA. Janvier 2021, un nouveau président prend la relève, Joe Biden. Jim Bridenstine, ayant remis sa démission, il est rapidement remplacé à la tête de la NASA par Bill Nelson. Comme 12 ans auparavant, le nouveau président a tant à rebâtir qu'il n'y a pas le temps il n'y a pas de temps pour la NASA, encore une fois. Par conséquent, au cours de ses premiers mois de mandat, bien, Joe Biden, il reconduit tel quel les plans de retour sur la Lune ordonnés par son prédécesseur. Encore une fois, Claude, si je comprends, c'est qu'il n'y a juste pas le temps de s'en occuper, c'est ça? C'est ça, exactement. Et
si vous lisez comme il faut l'histoire dans le fascicule, vous allez voir que l'histoire se répète. C'est-à-dire que là, la NASA essaie entre-temps de faire avancer le plus rapidement le programme pour que lorsque le président, dans peut-être un an et demi, va se pencher, ben là, il va prendre des décisions. C'est un peu exactement ce qui est arrivé de George Bush fils à Obama, c'est-à-dire que dans un premier temps, Obama a reconduit le programme de George Bush jusqu'à temps qu'à peu près un an et demi dans sa présidence, là, il a révisé le programme et il a tout annulé. Et là, ce qu'on craint, c'est qu'il pourrait arriver la même chose, c'est-à-dire que si d'ici un an, le programme Artemis n'avance pas, n'a pas fait de progrès remarquable, le président Biden pourrait tirer la corde sur le programme et annuler tout le programme. Ça fait que là, la NASA actuellement se dépêche à réaliser le premier tir de la fusée SLS. Donc, le tir qui est prévu pour la fin de cette année, là au moment où on enregistre, on est au début du mois d'août. Il n'y a pas de date de lancement de prévu, mais on pense que c'est à peu près vers la fin décembre. La NASA, là, elle consacre son année à assembler la fusée. Là. Depuis le mois de janvier, qu'ils travaillent sur assembler la fusée. Au mois de septembre, ils vont l'amener sur leur pas de tir. Ils vont faire des essais, entre autres, une espèce de compte à rebours simulé. Et après ça, ils vont la ramener dans le hall d'assemblage. Et si tout va bien, le lancement pourrait être au mois de décembre. Mais moi, je ne parierais pas pour le mois de décembre. C'est probablement beaucoup plus 2022. Et évidemment, ce vol-là, quand aura-t-il lieu? Et si jamais il y avait un accident, si jamais la fusée explosait, c'est pas impossible. Il n'y aura personne à bord, Dieu merci. Mais qu'est-ce qui arriverait à ce moment-là? Fait que probablement que ce à quoi on va assister, c'est que là, pour l'instant, le président Biden a reconduit les plans de la NASA tels quels. La NASA a toujours pour objectif de faire amener des Américains sur la Lune en 2024. Maintenant, voyons voir qu'est-ce qui arrive avec le fameux première mission de la fusée SLS, donc Artemis 1, et après ça, le président risque de tirer des conclusions. Et si le programme n'a pas avancé ou si les choses se sont mal déroulées, on pourrait revivre un peu la consternation que nous a fait vivre Barack Obama en 2010. Avril 2021, la NASA rend une décision. Elle confie à SpaceX le soin de concevoir le module lunaire qui va amener les astronautes d'Artemis 3 sur la Lune en 2024. Est-ce que c'est une décision qui te surprend? C'est une décision qui a jeté tout le monde à terre. Je dirais deux choses. D'abord, nous sommes en 2021. Normalement, des astronautes devraient se poser sur la Lune à bord d'un module lunaire en 2024. C'est dans 3 ans. Du temps d'Apollo, ça a pris à peu près 8 ans pour développer le module lunaire. Là, les compagnies n'auront qu'à peu près 3 ans. Et ce qui a beaucoup surpris, c'est qu'il y avait 3 compagnies qui étaient en liste, dont Blue Origin, que les gens ont entendu parler, là, la compagnie de Jeff Bezos, une autre compagnie qui s'appelait Dynetics. Les 2 compagnies proposaient des modules lunaires qui ressemblaient plus ou moins au module lunaire d'Apollo, donc quelque chose de, on pourrait dire, plus conventionnel, plus traditionnel. SpaceX, elle, propose quelque chose de totalement différent, une espèce de fusée qui est dérivée de son programme Starship et qui ressemble plus à la fusée de Tintin. Là. Les gens vont peut-être avoir en mémoire le Tintin sur la Lune. Là, c'était une fusée qui se posait à la verticale sur la Lune. Les astronautes devaient descendre une longue échelle parce qu'il était très haut juché pour arriver au sol lunaire. Ben, c'est beaucoup ça à quoi ressemble la fusée proposée par Elon Musk et par SpaceX. Donc, un concept totalement innovateur, totalement, certains diraient radical. Et à ce moment-là, les gens disent, oui, mais il y a juste 3 ans pour mettre au point quelque chose de totalement, on pourrait dire innovateur, mais ça laisse peu de chance. Et en même temps, les gens se disent, ne serait-ce que pour descendre sur la Lune, là, je pense que la fusée, le module de SpaceX mesure, je sais pas moi, c'est-tu 80 mètres de haut? Je me souviens pas, c'était un chiffre de ce genre-là. Et donc, ils vont devoir descendre de 80 mètres de haut pour rendre sur le sol lunaire. Dans la fascicule, je montre les photos des 2 modules lunaires proposés par les concurrents, puis la fusée, on voit que c'est totalement différent de tout ce qui a été fait. Bon, là, il y a sûrement certains de nos auditeurs qui vont dire, oui, mais ça, c'est Elon Musk. Et Elon Musk, il réussit ce que personne n'a réussi avant lui. Ça reste à voir parce que dans 3 ans, là, ça vient vite. Là, t'sais. Fait que la NASA a surpris tout le monde en disant nous allons prendre le concept le plus innovateur qui soit et malgré le peu de temps. Parce que le projet de Musk n'est pas nécessairement mauvais en soi. Si on avait le temps de le réaliser, peut-être que ce serait quelque chose de remarquable, mais est-ce qu'on a vraiment le temps de le réaliser en 3 ans, sinon même moins de 3 ans? Ça reste à voir. Mais ça a surpris vraiment tout le monde. Tout le monde se demande. Surtout que à l'origine, la NASA avait dit nous allons retenir 2 projets. Nous allons
retenir 2 projets de module lunaire. Fait qu'il aurait pu retenir celui d'Elon Musk et celui, par exemple, de Jeff Bezos, qui est un projet plus conventionnel. Et là, on aurait vu lequel des deux est prêt en premier. Mais la NASA a dit, écoutez, on n'a pas les ressources financières, on va retenir qu'un seul projet et on va retenir le projet le plus innovateur qui soit. Qui vivra verra. Je dirais, j'ouvrirais une parenthèse, peut-être que pour ceux et celles qui nous écoutent, on est en 2021, 2024, ça paraît loin, 3 ans, puis tout ça. Moi, ce que je constate dans mon domaine, c'est que ça vient vite, les années. 2024, là, c'est pas tant de temps que ça va passer très, très vite. Et ça laisse très, très peu de temps à la fois à la NASA pour mettre au point son système SLS Orion. Ça laisse très peu de temps à Elon Musk pour mettre au point son module Artemis Spaceship. Donc, on va voir, mais on n'a pas beaucoup de temps pour réaliser quelque chose qui est extrêmement complexe. Mm-hmm. Juste pour revenir sur le 80 mètres, effectivement, là, je l'ai devant moi, les astronautes juchés au sommet vont descendre une échelle de 80 mètres. À la manière de Tintin sur la Lune. 80 mètres, là, si je ne m'abuse, c'est à peu près un édifice d'une vingtaine d'étages ou quelque chose comme ça. Il faudrait faire le calcul, là, mais c'est de nombreux... C'est comme à la hauteur d'un édifice de très nombreux étages. Hein? Oui. Bien, c'est ici qu'on est rendu, parce que, bon, dans ton fascicule, tu te rends à aujourd'hui. C'est là qu'on est rendu. Le reste, c'est l'histoire qu'on va voir dans les prochains mois. Donc, tu t'es déjà un peu prononcé sur comment tu vois la suite des choses à partir de l'automne 2021. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur la suite du projet Artemis. Est-ce qu'on va se rendre à bout là, de retourner sur la Lune? Comment tu vois ça, le futur? Pour moi, c'est évident que l'échéancier de 2024 ne pourra pas être tenu. Et quand je dis ne pourra pas être tenu, que ce soit 2025, ça reviendrait au même, là, mais je pense qu'on est loin d'être prêt pour aller sur la Lune. Et à ce moment-là, va arriver ce que j'appellerais l'interférence de Biden, c'est-à-dire à un moment donné, le président va devoir se consacrer sur le plan de la NASA. Est-ce que c'est dans un an et demi? Et là, on risque d'assister à de nouvelles décisions. Et ce qui est un peu dommage, c'est que ce qui illustre un peu le programme Artemis comme bien d'autres, c'est que quand vous faites quelque chose, si vous prenez trop de temps pour le faire, il y a toutes sortes d'interférences qui rentrent en ligne de compte et qui fait que le projet devient réaliste. Si vous avez un projet, moi je pense, j'ai eu des amis autour de moi qui faisaient, mettons, une thèse de doctorat et qui prenait tout le temps qu'il fallait, mais à ce moment-là, il se lassait, puis finalement, le projet aboutissait pas. Il faut faire les choses dans un temps relativement serré, réaliste aussi. Et c'est pour ça que quand le président canadien a dit « Nous allons aller sur la Lune avant la fin de la décennie », il donnait 8-9 ans pour réussir le projet. C'était réaliste. Quand vous établissez un projet comme ce soit celui de George Bush père ou même de George Bush fils, de dire on va faire un projet sur 20 et 30 ans, ben là, on voit qu'il y a toutes sortes d'interférences, dont des changements d'administration qui font qu'à chaque fois, le nouveau président se sent obligé d'intervenir, ou peut-être pas se sent, il est obligé d'intervenir, et à ce moment-là, on voit ce que ça arrive, et là, c'est probablement ce qui va arriver, c'est que Biden va être obligé de tirer les conclusions. Où en serons-nous peut-être dans un an et demi? Et il y a une question d'argent, on n'a pas parlé beaucoup d'argent, là, dans le fascicule, je donne des chiffres, là, mais je veux dire, on parle de dizaines et de dizaines de milliards de dollars qui sont consacrés à ce programme-là. Peut-être qu'on a mieux à faire que de retourner sur la Lune et d'aller sur Mars. D'ailleurs, il faudrait se demander, un des problèmes que suscite le programme Artemis, tel que défini par Donald Trump, c'est qu'on parle beaucoup d'un premier atterrissage sur la Lune en 2024 avec une femme à bord. Il n'y a pas de suite. On ne parle pas dans le temps d'Apollo, là, il y avait un vaste programme de prévu. Il n'y avait pas juste le premier atterrissage sur la Lune. Là, Artemis, c'est comme si on a un seul but précis, c'est d'envoyer une femme sur la Lune en 2024. Il n'y a pas de suite après, il n'y a pas rien après. Qu'est-ce qui va arriver? Ouais. Fait qu'on peut s'attendre à ce que le président Biden doive tirer certaines conclusions dans un an et demi, et ces conclusions-là risquent d'être pas très jolies, si je peux me permettre. Et franchement, oui. Et puis, tu fais tout qu'un portrait historique de Artemis. Peut-être qu'un jour, il y aura une deuxième partie, on ne sait jamais. Mais vraiment, là, c'est un document historique que je vous invite à lire. C'est sur notre Patreon pour 5$ et plus. Le lien est dans la description.
Bon, je veux pas me répéter parce que le dernier fascicule qu'on a couvert en balado, c'était tourisme spatial. J'arrêtais pas de dire que c'était presque un livre, mais cette fois-ci, c'est vraiment le cas. C'est drôle parce que hors d'onde, après, tu me dis, eh bien, tourisme spatial, il est à peu près dans la moyenne de mes fascicules. Moi, je l'ai peut-être un petit peu exagéré, mais vraiment, celui-ci, pour vrai, il y a un paquet de détails. Ça aurait été impossible de le couvrir. Tu parles beaucoup de, justement, tu as suivi la politique américaine en parallèle des décisions de la NASA. Là. Vraiment, c'est très complet. Ajoutons peut-être qu'il y a beaucoup de photos aussi. Puis là, ça permet des fois de beaucoup mieux comprendre. Quand on dit qu'une photo vaut 1000 mots, là, vous allez voir les vaisseaux, vous allez voir l'évolution du programme, l'évolution des vaisseaux. Et ça donne une idée de dire, OK, comme là, entre autres, à la fin, vous allez voir, vous pouvez comparer d'ailleurs les premières fusées Ares qui ont été conçues sous George Bush avec la fusée SLS dont on parle. Donc, il y a toute une évolution aussi. Les photos donnent aussi une image assez intéressante du programme. Et évidemment, on va suivre le lancement de la première d'Artemis 1, qui est en principe prévu pour la fin de l'année, mais ça sera plus l'an prochain. Fait qu'on va sûrement avoir l'occasion d'en reparler puis de suivre la suite du programme. Mais ce que vous avez actuellement, c'est une bonne initiation à tout le programme lunaire dont rêvent les Américains depuis une trentaine d'années. Et je pense qu'une fois que vous aurez à la fois lu le fascicule ou en tout cas écouté ce balado-là, ça va mieux comprendre la suite de ce qui va arriver. Et je peux pas vous prédire ce qui va arriver parce que l'avenir est imprévisible, mais vous allez voir que là, vous allez comprendre de dire, OK, d'où ça vient tout ça et pourquoi on en est rendu où on en est rendu aujourd'hui. Pourquoi, par exemple, si jamais le président Biden annulait carrément le projet, ben, vous allez peut-être trouver ça au départ un peu surprenant, dire non, ben, je comprends, ça fait 20 ans qu'on travaille là-dessus et ça va nulle part. Fait que ça vous donne une idée de ce qui va arriver étant donné tout ce qui s'est passé dans les 30 dernières années. Tout à fait. Merci Claude pour cette excellente émission. Ce fut un plaisir. Merci à tous nos contributeurs Patreon, le lien est dans la description. Donc, pour nous encourager financièrement, c'est possible de le faire en cliquant sur le lien. Pour 5 $ et plus, vous avez les émissions à l'avance, entre autres, et un tas de bonus qu'on a fait au cours des derniers mois, des dernières années, ma foi. Sur ce, où que vous soyez dans l'univers, je vous dis à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace.